Chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui la leçon intitulée « La contraction musculaire ». Donc, ça fait partie de la neurophysiologie. Le plan de cette leçon, il comporte le problème scientifique, la plaque motrice, l'ultrastructure et fonctionnement. On va donc étudier la structure de la plaque motrice, la synapse neuromusculaire, son ultrastructure et son fonctionnement. On va essayer de voir un peu la structure de la fibre musculaire pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de contractile dans la cellule musculaire. La contraction musculaire fait intervenir un problème qui est le problème de l'énergie nécessaire à cette contraction. Donc on va voir l'origine de l'énergie musculaire. Puis on va passer à expliquer la relation qui existe entre l'énergie électrique, c'est-à-dire le message nerveux qui arrive au muscle, et sa relation avec l'énergie mécanique qui est la contraction en elle-même. Et nous terminons par une petite évaluation. Donc le problème scientifique, c'est comment le message nerveux provoque-t-il la contraction d'un muscle squelettique. En classe, votre professeur vous a expliqué le circuit neuronique dans un réflexe myotatique. Il vous a montré comment naît un potentiel d'action, tout d'abord au niveau du récepteur, comment se fait la transduction de la stimulation en message nerveux, puis la conduction dans la fibre sensitive, les types de conduction, puis dans le centre nerveux, les transmissions synaptiques neurone-neurone, et vous avez vu les étapes de la transmission synaptique, puis du centre nerveux des motoneurones, donc conduisent le message nerveux vers l'effecteur, le muscle. Nous, on va compléter ce circuit-là en expliquant comment se fait le passage du message nerveux de la fibre nerveuse à la fibre musculaire, à la cellule musculaire. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de voir que va faire ce potentiel d'action transmis au muscle et comment le muscle se contracte-t-il, comment il se raccourcit, qu'est-ce qu'il y a dans le muscle comme élément contractile. Voilà donc, nous commençons par la synapse neuromusculaire, la plaque motrice. Dans cette photo, on voit la terminaison nerveuse. Voilà la terminaison nerveuse, la ramification de l'arborescence terminale, et on voit ici les plaques motrices, motor end plate, des fibres musculaires. Et là, c'est un bouton synaptique en contact avec la cellule musculaire. Donc, le bouton synaptique représente la partie présynaptique. La fibre musculaire représente l'élément postsynaptique. Entre les deux, il y a la fente synaptique. Donc, si nous essayons de voir en détail les constituants d'une plaque motrice, on a ce tableau qui nous résume les composants, l'élément nerveux, l'élément musculaire, entre lesquels il y a une fente synaptique. L'élément nerveux, c'est le bouton synaptique, l'élément musculaire et la fibre musculaire. Donc nous avons un bouton synaptique, une fente synaptique et la fibre musculaire, c'est l'élément qui vient après la fente. L'orientation, donc, le bouton, c'est l'élément présynaptique, la fibre musculaire, c'est l'élément postsynaptique. Dans la transmission, il y a mise en jeu de molécules chimiques, neurotransmetteurs pour l'élément nerveux, exemple l'acétylcholine, des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs pour l'élément musculaire. Ce sont des molécules qui interviennent dans la transmission du message nerveux. Localisation de ces molécules. Le neurotransmetteur, il est localisé dans des vésicules synaptiques. Le récepteur se localise dans l'appareil sous-neural. Il y a aussi des protéines canaux. Les protéines canaux de l'élément nerveux sont des canaux voltage dépendants à calcium. Et pour la fibre musculaire, des canaux
chimiodépendants ANA+, des canaux voltage dépendants ANA+, et K+. Conditions de mise en activité, la plaque motrice, elle est activée au moment de l'arrivée d'un PA. L'élément musculaire, il est activé lorsqu'il y a fixation du neurotransmetteur sur les sites spécifiques. Conséquence de l'arrivée du PA, pénétration de CA++, exocytose du neurotransmetteur, et pour le muscle, il y a l'ouverture des canaux chimiodépendants. Canaux chimiodépendants ANA+, plus précisément. Comment fonctionne la plaque motrice? Vous avez vu dans la transmission synaptique neuro-neuronique, il y a une série d'événements, l'arrivée du PA, l'ouverture des canaux voltage dépendant, voltage dépendant à calcium, l'entrée du CA2+, dans le bouton synaptique, toute la cascade d'événements. En est-il de même dans la plaque motrice? Est-ce que les choses se passent de la même façon dans la plaque motrice? Donc, on va essayer de voir ceci dans cette petite simulation. Nous avons là le bouton synaptique, terminaison nerveuse, donc. Les vésicules synaptiques, c'est des vésicules synaptiques qui contiennent l'acétylcholine. Voilà la fente synaptique, cet espace-là, donc, qui sépare la partie nerveuse de l'élément musculaire. Ici, nous avons muscle-fibre, fibre musculaire. Vous voyez déjà cette invagination. Le bouton synaptique se trouve dans une invagination. En fait, c'est très ramifié. Ça forme ce qu'on appelle un appareil sous-neural. Et dans cet appareil sous-neural, il y a les canaux, ces canaux-là, des canaux chimiodépendants. Voilà donc l'arrivée, on va voir ce qui se passe lorsque le potentiel d'action arrive dans la fibre nerveuse, dans l'élément nerveux. Arrivée du PA, exocytose du neurotransmetteur, fixation du neurotransmetteur sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique, ouverture des canaux chimiodépendants, entrée de Na+, et dépolarisation. Dépolarisation de la membrane postsynaptique et la membrane musculaire. Cette dépolarisation-là, elle peut donner ce qu'on appelle un potentiel postsynaptique, appelé plus précisément le potentiel de plaque. Vous vous rappelez, dans la transmission neuronique, il y a le PPSE et le PPSI. Si la stimulation, si l'arrivée du PA donne une dépolarisation, on l'appelle PPSE. Et si elle donne une hyperpolarisation, on l'appelle PPSI. Pour la cellule musculaire, il n'y a pas de PPSI. Le neurotransmetteur des plaques motrices est toujours de l'acétylcholine. Donc on va toujours avoir une dépolarisation. Donc comme le cas de PPSE, mais on l'appelle potentiel de plaque. Le PPSE, vous savez que s'il atteint le seuil, il déclenche au niveau du cône axonique un potentiel d'action propageable. Et là, dans ce cas-là, il y a un potentiel de plaque qui augmente d'amplitude si les potentiels d'action qui viennent sont nombreux, et il peut donner un potentiel d'action propageable. Donc, là, à ce niveau-là, en plus de ces canaux-là qu'on voit ici, il y a aussi des canaux voltage dépendants à Na+, et K+, qui s'ouvrent lorsque le potentiel de plaque atteint un seuil. Voilà donc l'obtention du potentiel d'action. Bon, on va essayer de résumer ceci dans un tableau. Arrivée du PA au niveau du bouton synaptique. Ouverture des canaux voltage dépendants à calcium. Pénétration des ions Ca2+, dans le bouton synaptique.
Stimulation des vésicules synaptiques et exocytose du neurotransmetteur. Le neurotransmetteur traverse la fente synaptique et se fixe sur les récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique. Ouverture des canaux chimiodépendants à Na+. Dépolarisation de la membrane postsynaptique, donc s'il y a pénétration du sodium, ça va entraîner une dépolarisation. Si la dépolarisation atteint le seuil, les canaux voltage dépendants Na+ s'ouvrent et, bien sûr, entrée du sodium, puisqu'il est extracellulaire, naissance d'un PA. Une fois le PA est né, l'hydrolyse du neurotransmetteur par une enzyme spécifique, vous l'avez vu, pour l'acétylcholine, c'est l'acétylcholinestérase. Et propagation du PA le long de la membrane de la fibre musculaire. Voilà donc le PA qui est transmis de la cellule nerveuse vers la cellule musculaire. Le problème, c'est que va faire ce potentiel d'action? Que va-t-il provoquer dans la cellule musculaire? Quelle relation entre l'arrivée du PA dans la cellule musculaire et la contraction du muscle? Quel est le lien entre ces deux phénomènes? Phénomène électrique et phénomène mécanique. Qu'est-ce qu'il y a de contractile dans la cellule musculaire? C'est pour cela qu'on va commencer par étudier la structure de la fibre musculaire et voir de quoi elle est constituée. Là, nous avons l'os avec le muscle. Ici, nous avons des fibres musculaires et des fibres musculaires, et chaque fibre musculaire contient des myofibrilles. On voit là la fibre musculaire. Notez bien que cette fibre musculaire est une cellule allongée. Elle possède plusieurs noyaux, des noyaux périphériques, et elle présente une striation. On voit des zones sombres qui alternent avec des zones claires. L'ultrastructure de la fibre musculaire montre que la fibre est formée par une membrane cytoplasmique appelée sarcolème. Ce sarcolème, vu au microscope électronique, montre des tubules transverses, de petits tubes qui traversent la fibre musculaire. Nous le verrons tout à l'heure sur une photo. Il y a le sarcoplasme, c'est-à-dire le cytoplasme de la cellule musculaire, qui est caractérisé par la présence de plusieurs noyaux périphériques, des éléments spécifiques à la cellule musculaire, les myofibrilles, un réticulum développé présentant des citernes du réticulum et de nombreuses mitochondries. Vous comprenez pourquoi il y a de nombreuses mitochondries. Vous avez vu en troisième année le rôle des mitochondries dans la production de l'énergie cellulaire. Le muscle, il est responsable d'une activité intense, les mouvements que nous faisons, donc il a besoin de beaucoup d'énergie. Cette électronographie montre les myofibrilles. On a dit dans le sarcoplasme, il y a une structure particulière, les myofibrilles. On a là une électronographie de myofibrilles. Et là, un schéma d'interprétation. On voit que la myofibrille est constituée d'une alternance de ce qu'on appelle un disque clair et disque sombre, ou bien bande I, isotrope, et bande A, anisotrope. C'est la même chose, ça continue. Dans la bande claire, il y a une strie foncée, la strie Z. Voilà, le disque Z, la strie Z. Et dans la bande claire, dans le disque sombre, il y a la bande claire ici qu'on appelle bande H. L'espace compris entre deux stries Z successives représente un sarcomère. Un sarcomère. Ça, c'est l'électronographie. Le schéma d'interprétation montre que le sarcomère, voilà ici, on a limité un sarcomère,
Le sarcomère, il est formé d'un demi-disque clair, un demi-bande I, un disque A, ou bien un disque sombre, et un demi-disque clair. Maintenant, que représentent ces disques clairs? Ce sont des molécules, des protéines fibreuses, filamenteuses, des filaments minces, d'actine. Les filaments fins, on les voit ici, et les filaments épais sont des filaments de myosine. Donc un disque clair, comme vous le voyez, il est formé uniquement de molécules d'actine. La myosine se trouve seulement dans le disque sombre. Dans un disque sombre, il y a des zones où il y a actine et myosine. Une coupe faite à ce niveau-là montre de l'actine et de la myosine. Par contre, une coupe faite à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la bande H, ne montre que de la myosine. Voilà un schéma plus agrandi d'un sarcomère. Voilà la strie Z, la deuxième strie Z, l'espace entre deux stries Z successives, donc c'est le sarcomère, avec des filaments épais de myosine, les filaments fins d'actine, la bande H, les demi-disques clairs, on voit ici le demi-disque clair, un demi-disque clair. Ça, c'est la structure du sarcomère. Le sarcomère représente l'unité de structure de la myofibrille. C'est-à-dire la myofibrille, elle est faite d'une succession de sarcomères. Si nous résumons ceci dans un tableau, ultrastructure de la myofibrille, elle est constituée d'une alternance de disques sombres et de disques clairs. Les molécules constitutives des disques sombres, c'est les filaments d'actine et les filaments épais de myosine. Pour les disques clairs, des filaments fins d'actine. Les zones particulières pour le disque sombre, il y a la bande H. Et pour le disque clair, il y a la strie Z. Voilà donc la structure de la myofibrille et la structure de l'élément de base qui est le sarcomère. Le sarcomère est l'unité fonctionnelle. On a vu que le sarcomère est l'unité structurale. Maintenant, on va voir comment le sarcomère représente l'unité structurale de la myofibrille. Nous avons cette simulation qui nous montre comment le sarcomère se contracte-t-il. Voilà, on retrouve tout d'abord les stries Z et la strie Z, le sarcomère, demi-disque I, le disque A, le demi-disque I. Regardez bien au moment de contraction ce qui va se produire. Voilà. Relâchement, contraction. Notez bien les éléments stables et les éléments changeants. Regardez bien ce qui va changer dans une contraction de sarcomère. La longueur du sarcomère a diminué. Les demi-disques clairs ont diminué. La bande H s'est rétrécie. Regardez bien la longueur du sarcomère, la longueur de demi-disque clair et la bande H. Et regardez maintenant. Donc, rétrécissement de la bande H, des demi-disques clairs et raccourcissement du sarcomère. Les éléments qui n'ont pas changé, il y a le disque A, notez bien la largeur du disque A. Voilà, donc il n'a pas changé. De même, la longueur des molécules d'actine et des molécules de myosine. Regardez bien la longueur. Lorsque le sarcomère se raccourcit, les molécules ne changent pas de longueur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la contraction du sarcomère, c'est un glissement des molécules d'actine et des molécules de myosine les uns par rapport aux autres.
Voilà donc pour ce qui est de la contraction de sarcomère. On va résumer ceci dans un tableau. Voilà, donc le sarcomère, unité fonctionnelle, structure, il est formé d'un demi-disque clair, plus un disque sombre, plus un demi-disque clair. Propriété fondamentale, il est contractile. Changement en cas de contraction, quels sont les éléments changeants? Rétrécissement de la bande H, rétrécissement du demi-disque clair, raccourcissement du sarcomère. Les éléments constants en cas de contraction, on a dit la longueur des filaments d'actine et des filaments de myosine et la longueur des disques sombres. Déduction, la contraction du sarcomère est un glissement de l'actine par rapport à la myosine. Voilà donc, on a compris maintenant la structure de la cellule musculaire et nous sommes arrivés jusqu'au sarcomère qui est l'unité de structure et l'unité fonctionnelle. Un problème qui se pose au cours de la contraction musculaire, c'est la source d'énergie. Bon, on va voir tout d'abord une photo qui nous montre le schéma global vu au microscope électronique d'une portion de myofibrilles et on va voir les différentes structures qu'on a vues précédemment. Voilà donc le schéma. C'est un schéma de l'ultrastructure de la fibre musculaire. On voit très bien la membrane envers le sarcolème, la membrane cytoplasmique. Ici, vous voyez les myofibrilles. Là, vous voyez le réticulum endoplasmique qui est très développé et qui entoure les myofibrilles. Regardez bien comment il entoure les myofibrilles. Ce réticulum-là présente des zones plus élargies, on les voit là, qui s'appellent les citernes du réticulum. De même, on voit les tubules transverses. Regardez bien les tubules qui traversent donc toute la fibre et qui sont en contact avec les citernes du réticulum. De l'autre côté ici, on montre l'ultrastructure donc d'une myofibrille, la strie Z, niveau de strie Z, le disque I ou bien disque clair, le disque sombre, la bande H, on voit très bien ici la bande H, la strie Z et le sarcomère de la strie Z vers la strie Z. Voilà ici une strie Z, là une autre, je m'excuse, ici une strie Z et là une autre strie Z et toute cette partie-là représente un sarcomère. Donc j'ai dit que dans cette ultrastructure, on n'a pas mentionné la présence d'un élément important qui est le glycogène. Le glycogène, vous le savez, c'est un polyholoside, vous l'avez étudié en 3e année. Vous avez vu comment la cellule musculaire stocke le glucose sous forme de glycogène, la glycogénogénèse. Ce glycogène, c'est un glucide qui sera utilisé lorsque la cellule musculaire en a besoin. Il sera utilisé pour fournir l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Bon, tout ce qui est structure, on l'a vu maintenant. De la fibre musculaire du muscle jusqu'au sarcomère. Le sarcomère, c'est l'unité structurale, c'est l'unité fonctionnelle. Lorsque le sarcomère se contracte, c'est toute la myofibrille qui se contracte, c'est tout le muscle qui se contracte et qui se raccourcit. Maintenant, on passe au problème énergétique. Donc, j'ai parlé du glycogène qui se trouve dans le sarcoplasme et qui va servir comme source d'énergie. Origine donc de l'énergie musculaire. Il y a tout d'abord une source principale et une source secondaire. La source principale, c'est la source immédiate. Et la source secondaire, c'est des voies de régénération de ce qu'on appelle l'ATP.
L'ATP, vous l'avez vu en troisième année aussi, c'est un corps phosphoré qui possède deux liaisons riches en énergie. L'hydrolyse d'une molécule d'ATP donne environ 7,3 kcal. Cet ATP, c'est la source d'énergie immédiate qu'utilise la cellule. La cellule utilise de l'ATP. Le glucose, on va le voir, le glucose, le glycogène sont des sources qui vont fournir de l'ATP. La cellule utilise de l'ATP. Donc, les voies de régénération de l'ATP, il y a la voie rapide et il y a les voies lentes de régénération. Nature de la réaction, donc, pour la source principale, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Lorsqu'un muscle se contracte, il utilise de l'ATP. Comment? Il hydrolyse de l'ATP. Ça, c'est la source immédiate. Seulement, l'ATP se trouve en quantité faible dans le muscle. Si elle est épuisée, cette quantité-là, eh bien, le muscle va s'arrêter. C'est pour cela qu'il faut régénérer l'ATP. Les voies rapides de régénération de l'ATP sont la phosphorylation de l'ADP. On a dit l'ATP par hydrolyse donne de l'ADP plus P plus de l'énergie. Pour synthétiser de l'ATP, cette réaction peut avoir lieu par phosphorylation de l'ADP. Il y a deux possibilités, soit une phosphorylation de l'ADP par une autre molécule d'ADP, soit la phosphorylation de l'ADP par une molécule, ce qu'on appelle d'ACP, la phosphocréatine ou phosphagène ou acide phosphocréatinique. Ça, c'est la voie rapide. Le muscle utilise l'ATP, l'ATP va s'épuiser dans l'acide musculaire, il faut le régénérer immédiatement. Donc, c'est par les voies rapides. Il y a des voies lentes de régénération de l'ATP aussi, c'est la glycolyse. Les équations, vous avez là l'hydrolyse de l'ATP, ATP plus H2O donne, sous l'action d'une enzyme, la myosine. Qu'est-ce qu'elle donne? L'ADP plus P plus E, plus énergie. Bien sûr, l'énergie produite au cours de cette réaction d'hydrolyse, cette énergie va servir à deux choses. Tout d'abord, c'est l'énergie de la contraction. C'est une énergie libérée sous forme de chaleur. On se chauffe lorsqu'on fait une petite activité musculaire, il y a réchauffement du muscle. Et puis, il y a une autre partie de cette énergie-là qui va servir pour le travail mécanique, déplacer un corps, faire un mouvement. Donc, le mouvement, c'est quelque chose de mécanique. Donc, il y a une énergie qui va servir pour le mouvement et une autre partie qui va être perdue sous forme de chaleur au cours de la contraction. Et l'enzyme qui intervient, c'est la myosine. La myosine, c'est-à-dire la molécule, les filaments épais de myosine. Les voies rapides de régénération de l'ATP, il y a l'ADP plus ACP donc, qui donne l'ATP plus créatine plus chaleur. Il y a deuxième équation, l'ADP plus ADP qui donne sous l'action d'une myokinase de l'ATP plus l'AMP. Donc deux équations. Les voies lentes, le glycogène plus PI inorganique donne du glucose phosphate. Le glucose phosphate donne 2 acides pyruviques plus 2 ATP. Et bien sûr, la cellule va utiliser l'acide pyruvique, résultat de cette réaction. Dépendance de l'oxygène, la réaction ici, elle est anaérobie, là aussi. Donc, lorsqu'on dit réaction anaérobie, c'est-à-dire si on met un muscle dans des conditions anaérobiques, sans oxygène, le muscle peut continuer à se contracter. Pourquoi? Parce que l'énergie nécessaire à sa contraction, eh bien, elle est fournie par une réaction qui ne demande pas de l'oxygène. Là aussi, la régénération de l'ATP ne demande pas de l'oxygène. C'est une réaction anaérobie. Pour les voies lentes, il y a deux types de réactions, la glycolyse aérobie et la glycolyse anaérobie. Donc la glycolyse aérobie, ça demande de l'oxygène. Bon, là, les chaleurs qui accompagnent la contraction musculaire, il y a une chaleur initiale de contraction, il y a une chaleur initiale de relâchement et il y a la chaleur retardée.
Voilà donc l'origine de l'énergie. Donc, ce que nous notons, c'est que la cellule utilise en premier lieu l'ATP, puis toutes les réactions vont essayer de rétablir la quantité d'ATP qui doit être constante dans le muscle. Il y a des voies rapides de régénération et il y a des voies lentes de régénération. Nous passons aux deux types de glycolyse. Donc, il y a la glycolyse aérobie et la glycolyse anaérobie. Le substrat, donc, c'est l'acide pyruvique dans les deux cas. Le lieu maintenant. Le lieu pour la glycolyse aérobie, c'est dans la mitochondrie. L'acide pyruvique doit passer dans les mitochondries. Alors que la glycolyse anaérobie, elle a lieu dans le muscle. Nature de la réaction, c'est la respiration cellulaire. Vous l'avez vu en troisième année. L'acide pyruvique qui entre dans la mitochondrie va subir des décarboxylations, des désoxygénations et production, bien sûr, de l'énergie. La fermentation, c'est dans le cytoplasme. L'état d'oxygénation, donc ici, milieu intracellulaire riche en oxygène, et là, le milieu intracellulaire pauvre en oxygène. Condition, quand est-ce qu'on a un milieu cellulaire, intracellulaire riche en oxygène? Lorsque le travail est peu intense. Par exemple, au cours d'une promenade. On peut faire une promenade de 20 km, mais on ne peut pas faire une course, un travail intense d'un kilomètre. Donc, lorsqu'on court à vitesse 1 km, on se fatigue. Mais lorsqu'on fait un travail peu intense, lorsqu'on veut se promener, on peut faire une bonne promenade. Dans ce cas-là, le muscle est toujours ravitaillé en oxygène. Les produits finaux, là, donc, c'est une respiration CO2 plus H2O plus beaucoup d'ATP. Bon, on estime que c'est 38 molécules d'ATP. Et là, l'acide lactique plus peu d'ATP. L'essentiel, c'est la régénération de l'ATP. La glycolyse, ça régénère l'ATP. La glycolyse anaérobie, il y a une faible régénération. Mais il y a l'accumulation de l'acide lactique. Il y a ce corps-là qui s'accumule dans le muscle. Et ce corps, c'est lui qui est responsable de la fatigue musculaire. C'est un poison musculaire. Lorsqu'il s'accumule dans le muscle, c'est la fatigue musculaire. Influence sur le muscle. Dans la glycolyse aérobie, le muscle peut poursuivre ses contractions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ATP qui est régénéré. Par contre, dans le cas de la glycolyse anaérobie, il y a la fatigue musculaire. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a cette activité, cet acide lactique, et puis il y a une faible régénération de l'ATP. Maintenant, on va passer, ça y est, le potentiel d'action, il est passé. On a vu le côté énergétique, le phénomène électrique qui s'est propagé dans la cellule musculaire. On va essayer de voir maintenant la relation entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique. On va voir cette simulation. On va voir là, regardez ici, il y a la fibre musculaire avec les myofibrilles, on a les tubules transverses, on a vu ici les détails d'une myofibrie, ça on l'a vu. Les citernes du réticulum, on les voit bien. Les citernes sarcoplasmiques. Les tubules transverses, regardez bien. Donc le potentiel d'action qui se propage le long du sarcolème, il va pénétrer dans ces tubules transverses. Voilà, on a agrandi le bouton, regardez, 1, 2, 3 et 4. Le potentiel d'action qui arrive, libération du neurotransmetteur, dépolarisation de la membrane cytoplasmique musculaire, propagation du message nerveux, il passe dans les tubules transverses, dépolarisation des citernes et libération du calcium. Donc l'arrivée du potentiel d'action, l'objectif, c'est de libérer du calcium par les citernes. Ouverture de canaux voltage dépendant qui libère du calcium. Voilà, ici on a la myosine. On a l'actine en jaune. La myosine présente des têtes. Là, le calcium, ajouter du calcium. On va voir un peu l'utilité de ce calcium qui va être libéré par les citernes du réticulum. Le calcium, donc, est libéré. Il démasque les sites là, les sites de fixation de la myosine sur l'actine. Les têtes de myosine se fixent sur des sites de l'actine. Là, on voit l'ATP qui s'hydrolyse pour donner l'énergie nécessaire au pivotement des têtes et l'actine se déplace. L'actine glisse. C'est la contraction du sarcomère.
Après la contraction, comment se fait le relâchement? Il y a réabsorption du calcium. Le calcium qui est réabsorbé, les sites de fixation de la myosine sur l'actine se ferment et on voit bien le relâchement des têtes de myosine. Il y a aussi la fixation d'une autre molécule d'ATP sur les têtes. Voilà donc pour ce qui est de phénomènes électriques. Donc si vous voulez, on peut revoir cette simulation, l'arrivée du potentiel d'action qui passe à travers les tubules dans les citernes, libération du calcium par les citernes, arrivée du potentiel d'action, libération d'acétylcholine, le potentiel d'action qui atteint les vésicules, libération du calcium. Le calcium, on a les sites de fixation de la myosine sur l'actine qui sont fermés par une protéine. Donc le calcium, voilà le calcium, il démasque les sites et les têtes de myosine s'attachent puis pivotent. Bien sûr, l'énergie nécessaire, c'est une hydrolyse ATP. On voit en jaune la molécule d'ATP qui vient et qui se fixe sur la tête et s'hydrolyse. La myosine, c'est l'enzyme qui hydrolyse. Le relâchement, c'est une réabsorption par phénomène actif du calcium par les citernes. Donc les citernes reprennent le calcium et il y a libération des têtes de myosine par fixation d'une autre molécule d'ATP. Bien sûr, les sites se fixent et se ferment et c'est le relâchement. Donc si nous résumons ceci dans un schéma fonctionnel, donc il y a propagation du potentiel d'action le long du sarcolème, pénétration du PA dans les tubules transverses, dépolarisation de la membrane des citernes du réticulum et libération du CA2+ dans le sarcoplasme. Le CA démasque les sites de l'actine où s'attachent les têtes du myosine. Le CA permet aussi la fixation du complexe ATP-myosine sur l'actine. On a vu tout ceci, donc. Activation de la propriété ATPasique de la myosine. Hydrolyse de l'ATP et production d'énergie de contraction. Pivotement des têtes de myosine. Glissement des filaments d'actine par rapport à la myosine. Raccourcissement des sarcomères. Contraction musculaire. Fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine, séparation de la myosine de l'actine, les sites de fixation de la myosine se masquent, réabsorption du CA2+ par les citernes du réticulum. Ce phénomène est un phénomène actif. Le muscle se relâche, phénomène passif. Bien sûr, tout ce que j'ai représenté là, c'est l'arrivée d'un potentiel d'action. Donc s'il y a plusieurs potentiels d'action, le phénomène donc les phénomènes s'ajoutent. Voilà donc on a fini avec cette contraction musculaire. On a compris la relation entre potentiel d'action et contraction, phénomène mécanique, bien sûr en passant par la structure du muscle et les phénomènes énergétiques. Bon, un petit QCM pour voir si vous avez un peu assimilé ce que j'ai présenté. Donc, une première petite question. Un sarcomère, c'est une portion de l'amyofibrille formée d'un demi-disque sombre, un disque clair, un demi-disque sombre, formé par un demi-disque clair, un disque sombre et plus un demi-disque clair, formé uniquement de myofilaments fins d'actine, limité par deux strizèdes qui traversent les myofilaments de myosine. Allez, cochez la case qui correspond à la réponse juste. Donc, il est formé par